Bonsoir. Alors, je vais parler du comte de Saint-Germain. C'est un sujet là qui m'intéresse beaucoup depuis quelque temps. Alors, je sais plus vraiment comment j'y suis venu, hein. C'est c'est un sujet que je connais depuis des années et des années. Voilà, alors le comte de Saint-Germain, dans sa version du XVIIIe siècle, bon, c'est pas ça m'a pas passionné, ça me passionne pas à fond, quoi. Mais par contre, oui, la version contemporaine qu'on a eue dans les années 70, là, ça m'intéresse beaucoup. Et notamment la fameuse vidéo de Lina euh, sur YouTube, dont le titre est Un immortel de 17 000 ans, quelque chose comme ça. Alors c'est sur la chaîne de Lina, sur YouTube. Alors concrètement, bah, c'est une vidéo de la télévision française des années 70. C'est un reportage qui est très bien fait, très 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 bien fait, très sympa, vraiment, voilà. Et où en fait on rencontre un, un mec qui se présente comme le comte de comme le comte de Saint-Germain, donc comme un individu qui aurait au minimum, bah, je sais pas combien, 100, 200, voilà, au minimum, il aurait au minimum 200 ans, même plus que ça, hein, 300 ans quasiment. Et donc, bah voilà, alors, il dit je suis le comte qui a existé au temps de Louis XV, etc., quoi. Donc, je suis le même individu. Mais me revoilà, je suis toujours jeune, etc. Donc, c'est un jeune homme, hein, concrètement. Et puis, alors, là, on pourrait. Alors, c'est un jeune gars, un peu un poète, qui parle très très bien, qui présente plutôt bien et tout. Mais bon, jusque-là, c'est un homme, un jeune homme des années 70. Avec une gueule d'acteur. Un peu à la Delon, quelque chose comme ça. Et puis là, euh, il nous emmène dans une chambre d'hôtel, voilà, et il demande aux journalistes de faire une expérience. Donc, le journaliste a acheté du plomb, et il a acheté un réchaud et compagnie, et le comte de Saint-Germain, lui, il fournit uniquement le creuset, c'est-à-dire c'est une petite boîte qu'on va faire chauffer. Et c'est tout. Il fournit que ça. Et la poudre de machin truc, une espèce de poudre magique. Bon. Alors le journaliste, il met son petit bout de plomb dans le creuset. Mais non, d'abord, il trempe son tout petit bout de plomb dans la poudre magique, là. Et après, il met ça dans le creuset. Alors ah oui, le journaliste explique qu'il a vérifié le creuset. Il a gratté partout, etc., pour être sûr qu'il n'est pas truqué. Bon, alors on va partir du principe que le journaliste n'est pas débile et qu'il n'est pas non plus dans l'arnaque, on va dire, et qu'il est vraiment de bonne foi. Ça, on va partir de cette idée-là. Et donc, bah, il met son petit bout de plomb dedans, et puis ça chauffe et compagnie. Et puis là, hop, ça ressort un petit morceau d'or. Et là, on se dit, bon, bah,
Le mec sait changer le plomb en or. Et donc, bah, s'il sait changer le plomb en or, c'est un alchimiste. Or, l'alchimiste sait changer le plomb en or et être immortel. Et là, hop, on a, euh, on a donc la preuve, comme étant donné qu'on ne sait pas changer le plomb en or, on ne sait pas faire. Donc, si lui sait, et qu'en plus il prétend être immortel, bah l'affaire, voilà, l'affaire est bouclée. Il est donc vraiment immortel. Bon, ça c'est le point de départ. Alors, à partir de là, euh, on peut très bien se dire, bah oui, le journaliste fait partie de l'arnaque, tout est truqué. Bon, bah ça c'est vraiment une possibilité. Sachant qu'il y aurait une explication à ça, hein, c'est-à-dire c'était le début vraiment de la télé en couleur, donc fallait peut-être créer des grands moments de télévision, des grands personnages, donc c'est tout à fait possible ça. Ensuite, euh, ou autre, hein, il y a plein d'autres solutions. Mais admettons que c'est pas le cas. Admettons que c'est vraiment, on va aller droit au but, hein. Admettons que ce soit vraiment le comte de Saint-Germain. Bon, pourquoi pas? Alors allons-y dans cette piste-là. Ben, qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? C'est que après ce personnage-là de comte de Saint-Germain, alors à l'état civil, dans le monde réel, quoi, euh, il s'appelle pas comte de Saint-Germain, il a une identité il s'appelle Richard, non, je crois que c'est ça, oui, Richard Chanfray, quelque chose comme ça. Et en fait, ça devient ensuite l'amoureux de Dalida et son partenaire pendant presque 10 ans. Et il devient un chanteur, etc. Il devient un personnage de télévision, en gros. Et bah, en tant qu'artiste, il est pas mal, hein. C'est un peu ringard, hein, forcément, mais ça reste quand même de la belle chanson, très poétique, des beaux textes et tout. C'est pas, pardon, c'est pas de la merde, quoi, hein. C'est très ringard, mais c'est quand même très joli. Donc c'est un personnage, on sent, qui est très instruit, qui c'est pas un débile du tout, hein. Voilà, on voit bien qu'il est très cultivé et très intelligent. Bah, comme le comte de Saint-Germain au XVIIIe siècle. Au minimum, il est comme lui. C'est-à-dire, admettons qu'il soit pas immortel et que ce soit juste comment on pourrait dire, un personnage inventé. Enfin, je sais pas, le comte de Saint-Germain au XVIIIe siècle, s'il n'était pas, euh, comment dire, immortel, qu'est-ce qu'il était? Parce que c'était quand même un artiste, c'était un scientifique apparemment qui faisait, qui pouvait faire des bijoux, etc. Enfin bref, des choses un peu hors normes, hein, même complètement hors normes. Et puis pas que, il était aussi dans la politique, c'était, c'était un personnage très important d'ailleurs. Donc c'était pas un abruti. Bon, alors admettons qu'il n'était pas immortel, bah, qu'est-ce qu'il était? Bah, c'était un savant, un artiste. Bon, alors là, l'équivalent qu'on a là semble être un peu du même niveau, quoi, hein. On voit bien que c'est pas un débile, quoi. Du tout, ça se voit. Il répond avec beaucoup d'intelligence. Alors après, admettons que ce soit, parce que le premier truc qui vient à l'esprit, c'est que ce soit un personnage de théâtre qui a appris son rôle par cœur, etc.
ce qui est tout à fait envisageable. Mais si c'est le cas, c'est très bien fait. On y croit. C'est-à-dire, il y met vraiment du cœur, etc., hein. Donc bon, il y a cette possibilité-là. Euh, Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si jamais ce n'est pas le vrai comte de Saint-Germain et que c'est juste on va dire un imposteur, c'est un imposteur de qualité importante, quoi. Et donc, c'est pas non plus n'importe quoi. Voilà, c'est pas un petit personnage. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que bon, c'est un sujet, si j'en parle là, c'est que ça m'intrigue. J'ai pas d'avis, hein, évidemment, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que c'est étonnant. Voilà, au minimum, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de personnage équivalent à ça. C'est un personnage avec cette assurance-là, mais pas que. Parce que, par exemple, à un moment donné, il fait une émission. Alors, apparemment, son tour de, on va dire son tour de magie, son tour de transformation de plomb en or, il l'aurait fait également devant un magicien très célèbre de l'époque qui s'appelait Majax. Bon. Mais j'ai pas trouvé l'émission, on va dire. Donc, mais j'ai vu qu'il avait fait ça. Et que apparemment, alors peut-être une émission de radio, je sais pas. Mais apparemment, donc, le magicien n'aurait pas détecté de, de problème. Donc bon, c'est quand même un magicien, c'est quand même quelqu'un qui fait de l'illusion. Donc c'est un peu sa spécialité de voir s'il y a une arnaque quelque part. Apparemment, il n'aurait rien vu. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'il refait on va dire, son tour de magie devant, à la télévision espagnole, devant une dizaine de scientifiques espagnols. Bon. Et là, tout est filmé. Et ça dure 1 heure. Et pendant 1 heure, littéralement, ils font le tour de. Ils font chauffer le creuset, etc. Tout comme. Et après, bah, ils débattent. Et ce qui m'a étonné, c'est que à un moment donné, ils sont en train de chipoter sur un détail un peu à la con, inintéressant, on va dire. Et le mec, ben, il les envoie un petit peu chier, mais pas dans le sens, comment dire, pas par agacement, pas par peur de se faire démasquer, mais plutôt par défi, du genre, mais si vraiment c'est une arnaque, prouvez-le, quoi. Et quand même, là, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Je veux dire, un escroc ferait pas ça, quoi. C'est pas possible. Et à aucun moment on sent que le mec est mal à l'aise, quoi. C'est, on sent plutôt autre chose. On sent une. Enfin, voilà, j'arrive pas, je me dis pas que c'est un escroc. Alors voilà, ça se trouve, je suis très naïf et tout, il n'y a pas de souci, hein, mais je veux dire, bon. Alors voilà pour le côté plomb en or. Alors après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'autres questions sur ce sujet. C'est-à-dire, bah, par exemple, c'est quand même un minuscule bout de plomb euh, qui est transformé en un minuscule bout d'or. Ça déjà, c'est un peu, ça pose problème. Ensuite, dans le creuset, après avoir chauffé, eh bien, il explique qu'il y a ce qu'il appelle un quart de métal perdu. C'est-à-dire, en fait, concrètement, on prend le petit bout de plomb, on le trempe, mais vraiment, du bout,
on le trempe dans la poudre de machin truc, là, et la poudre de reproduction. Mais vraiment, c'est à peine si on touche le truc, en fait, quoi. Et après, on le met dans le creuset, on fait chauffer, et là, il y aurait à la fin, il y a dans le creuset, on retrouve le petit bout de plomb qui s'est transformé en or, qui est devenu jaune, et une boule de métal en plus qui s'appellerait la boule, le quart de métal perdu. Or, ils expliquent que le petit bout de plomb, c'est complètement transformé en petit bout d'or. Donc le petit bout de plomb, a priori, n'a pas bougé du tout. Parce que le journaliste explique que c'est le même diamètre, et j'imagine c'est la même taille. Donc théoriquement, le petit bout de plomb n'a pas du tout bougé. Donc alors à ce moment-là, il vient d'où ce quart de métal perdu? Et là, on pourrait se dire que en fait, dans le creuset, il avait, je sais pas, il avait soudé le petit bout d'or dans du plomb qu'il n'avait pas en noir ou un truc comme ça. Et puis, bah, en chauffant, le plomb fond, et puis tout le plomb qui est à l'intérieur fond, et à la fin, il reste que le petit bout d'or qui, lui, ne fond pas. Donc là, quand même, ça permet vraiment de penser que la ruse, c'est juste d'avoir modifié le creuset. Voilà. Euh, Tout simplement. C'est-à-dire, alors, après, c'est sûr qu'on voit, on les voit gratter au couteau. Par exemple, dans l'expérience espagnole, on le voit qui gratte au couteau, machin. Bon. Donc, bon. Je dirais, là, il y a vraiment une possibilité de ruse. Très clair. Et puis, bah, forcément, on peut pas reproduire ça. Bon. Donc, on saura jamais. Mais je veux dire, là, il y a potentiellement vraiment une arnaque, hein, clairement. Donc, bon. Euh, Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que plus tard, ce comte de Saint-Germain, euh, donc il se met en couple, il est en couple avec Dalida, donc Dalida avait de l'argent, il vivait très très bien dans Paris, etc. Alors apparemment, il aurait eu, il aimait bien boire, le fameux comte de Saint-Germain. Voilà. Il fumait aussi, je crois. Bon, alors apparemment, le vrai comte de Saint-Germain du XVIIIe siècle, lui, il semblerait qu'il était végétarien et qu'il ne buvait pas. Ce qui pourrait expliquer sa fameuse prétendue immortalité. Donc, c'est pour ça, en fait, l'émission là que je fais ce soir est compliquée parce que on parle du comte de Saint-Germain, sachant qu'il y en a deux concrètement. Il y a celui du XVIIIe siècle et celui des années 1970. Donc, c'est un peu complexe, hein. Et sachant qu'il y en a un qui se prétend immortel et l'autre qui se prétend être le même personnage. Donc, c'est la continuité de ce personnage immortel. Donc, c'est un petit peu. Faut suivre, hein. Faut connaître le dossier en vrai. Sinon, ça va pas être évident. Donc, oui, donc alors, le comte de Saint-Germain des années 70. Alors, et donc, il est en couple avec Dalida, il aime bien boire et tout ça. C'est un bon vivant. Voilà. Ce qui n'était pas apparemment le cas du comte des années du XVIIIe siècle. Donc déjà, là, petit souci encore. Et puis, pas que. Alors, apparemment, c'était un personnage qui était très complexe. Le comte, je parle du personnage des années 70, Richard Chanfray. Apparemment, il était assez casse-couille, hein, nerveux, bon, euh, apparemment ça s'engueulait souvent avec Dalida, etc., etc. Enfin bref, ça avait l'air compliqué. Voilà,
Mais de toute façon, quand on le voit, on sent que c'est un personnage complexe, hein. Que c'est pas un abruti, mais que c'est pas un agneau non plus, hein. Donc voilà. Alors apparemment, il aurait même flingué quelqu'un, un dénommé Juan. Alors il y a toute une histoire, bon, voilà. Alors pas flingué méchamment, mais ça montre un peu que ça rigolait pas non plus. Et puis, et puis bon, on va aller droit au but. Alors comment ça se termine, son histoire, à ce Richard Chanfray, c'est que Dalida finit par le quitter parce que il est trop emmerdant, en gros, trop jaloux, etc. Et peut-être trop bourré et compagnie, hein, on ne sait pas. Et puis, alors après, c'est pas que ça, hein, c'est aussi, derrière, il y a aussi de la politique, Mitterrand, machin, donc c'est vraiment une grosse histoire, hein. Et ça se termine comment? Eh ben, ça se termine que il finit avec sa copine de l'époque dans le coffre d'une bagnole, avec, en gros, drogué et en suicide. En gros, il se serait suicidé dans le coffre d'une bagnole, avec un pot d'échappement, pour faire court. Ce qui ressemble quand même vraiment plutôt à un crime, hein. Bon, alors, tout ça, c'est étonnant. C'est vraiment... tout ça, bout à bout, ça fait réfléchir. On se dit, il y a quand même quelque chose de bizarre dans tout ça. Alors, par contre, tout le dossier n'aurait aucun intérêt s'il n'y avait pas eu cette expérience sur l'or. S'il n'avait pas fait ça, on ne parlerait même pas de cette affaire. Donc, le problème, c'est que tout repose dans cette expérience sur l'or. Alors, si on reste, je répète encore une fois, si on reste sur le reportage de la télévision française, bon, eh ben, oui, il y a des gros problèmes. Voilà. Alors, par contre, si on élargit au reportage de la télévision espagnole, qui lui dure quand même 1 heure, qui est en ligne, hein, sur YouTube, là déjà, c'est un peu plus compliqué parce que quand même mentir devant 10 personnes comme ça, avec le risque de se faire prendre, et vraiment là d'être foutu, hein. C'est-à-dire là, ça aurait été fini sa carrière, hein. Parce qu'après, sa carrière a continué. Il est devenu chanteur, époux de Dalida, etc. Dalida qui était quand même là. Je m'y connais pas vraiment, mais je crois que c'était quand même un peu la superstar de l'époque, hein. Un peu le Johnny Hallyday de l'époque, quoi. Donc bon, voilà. Et donc il y avait ce risque de briser complètement sa carrière, etc. Eh bien non, ça ne s'est pas produit. C'est passé devant tous ces scientifiques. Alors je me dis, bah oui, s'il avait trafiqué le creuset, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Euh, voilà, c'est cette boule de métal perdue. De toute façon, qu'est-ce que ça peut être? Je veux dire, il- je pense que la réponse est là. C'est que il prend un bout de plomb
il le trempe, mais du bout, du bout, du bout, dans une petite poudre. En fait, ce qui fait il amène même pas, même pas un gramme, même pas un gramme de poudre de reproduction. Donc, donc ça peut pas être ça qui crée, c'est pas cette poudre qui peut créer le fameux quart de métal perdu. Alors, ce métal perdu, il peut venir d'où? Si ce n'est du plomb qu'il met dans le machin. Or, le plomb, là, selon le journaliste, hein, c'est qu'il se transforme en or, donc il ne perd rien. Il reste au même format. Le morceau, lui, reste au même format. Donc, à partir de là, euh, d'où peut venir ce métal perdu? Il ne peut pas venir de nulle part. Et il faut bien qu'il vienne de quelque part. Donc, ça ne peut être que du creuset lui-même. Donc là, quand même, on va dire que c'est la preuve parfaite, hein, qu'il y a eu fraude. Et que donc, ce n'est pas un vrai alchimiste, et que c'est un... Alors, je dirais pas escroc, parce que on sent quand même qu'il y a une passion en derrière. C'est-à-dire, ça va, si c'est un texte écrit, un récit écrit qu'il a fait, tout ça, ça va très loin. Euh, alors oui, à un moment donné, par contre, au niveau aussi, on peut essayer un petit peu de comprendre un peu l'arnaque, on va dire, au niveau de ce qu'il raconte. Par exemple, il explique, je me rappelle plus trop, hein, mais que il parle de Martiens, que son peuple, oui voilà, que avant ils étaient sur Terre et qu'il y a eu un cataclysme, alors que c'était voilà, en gros qu'ils étaient Atlantes, qu'il y a eu un cataclysme, un déluge, et que donc ils sont allés sur Mars, qui était à l'époque une planète vivable. Et puis ensuite, ils seraient revenus sur Terre, et sur Mars, il y aurait des vestiges. Bon, voilà en gros son discours. Alors, a priori, pour moi, c'est zéro. C'est de la merde, hein. Je n'y crois pas une seconde. Alors, évidemment, peut-être que j'ai tout tort, hein, et que voilà. Donc c'est pour ça, je vais pas non plus dire que je suis sûr à 100% que c'est faux. Donc il y a cette possibilité que oui, ce soit vrai. Ça. Partons du principe que ça pourrait être vrai. Bon, même si moi, c'est pas mon délire, hein. Bon, sur ces idées, c'est à peu près tout ce qu'il dit. Euh, après, si, il raconte qu'il a connu tout un tas de gens, etc. Bon, voilà. Alors, à la fin du reportage, ils expliquent qu'ils seraient euh, tout simplement nazis, hein. Ils le disent clairement, hein, que voilà, il est proche des nazis. Bon, alors on est dans les années 70, mais c'est pas encore, on parle pas encore autant de la Shoah que ça, mais quand même, c'est assez décomplexé. Voilà, le mec est nazi, pas de problème. Bon. Alors après, on peut imaginer, parce qu'à cette époque, finalement, quasiment tout le monde était nazi, hein, donc bon, on peut imaginer que nazi, ça peut tout et rien dire, hein, parce que par exemple, en fait, quand on, l'autre personnage que ça me fait vraiment penser,
c'est Pierre Plantard, le fameux mérovingien qui était chef du prieuré de Sion, avec derrière, donc, il y a tout le Da Vinci Code, en gros, hein, Jésus, Marie-Madeleine, la descendance christique, etc., que j'aime beaucoup et que je crois, hein. Moi, j'y crois, hein, personnellement. Et, et en fait, bah, Pierre Plantard, pareil, on est dans le milieu nazi, en gros, hein, extrême droite, nazi, donc bon. Enfin, oui, voilà. Je veux dire, à l'époque, extrême droite, ça veut dire nazi, en fait, hein. Donc, je veux dire, c'est pas le premier personnage comme ça, en fait. Je veux dire, il y en avait beaucoup à cette époque-là. Surtout dans ce milieu, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, hein. Donc, mais je veux dire, parfois, il y en a, ils s'identifient comme nazis, alors qu'en fait, ils le sont pas vraiment, mais c'est parce que derrière, ils sont un peu de droite, un peu mythologie, alors bon, ça rentrerait dans la case nazie, mais bon. Alors, on sait plus trop ce que ça veut dire finalement. Donc voilà. Euh, mais quand même, ça montre que le personnage, c'est compliqué, quoi. C'est, euh, on est sur un cas complexe. Ça ressemble à Plantard. Alors, bon. Bon, au niveau de son discours, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Donc voilà. Moi, je reste plutôt bloqué sur le fameux quart de métal perdu, là, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que la preuve qu'il y avait eu une arnaque, hein. C'est-à-dire, en gros, il aurait modifié son creuset euh, pour que ça fonde. Alors, après, on voit la boule, c'est vrai que la boule de métal perdu, là, elle n'est pas non plus énorme. Donc, si ça a permis de dissimuler quelque chose, c'était quand même bien fait. C'était du bel ouvrage. Bon, voilà. Alors, ou alors, il y a quand même une dernière solution, hein, que c'est vrai que j'y ai jamais pensé en fait, mais il faut quand même la dire pour être exhaustif, hein. C'est que cette fameuse boule de métal perdu serait ni plus ni moins que un, comment dire, un truc alchimique, quoi. Donc un truc magique, hein, quasiment scientifico-magique. Voilà, bon. C'est-à-dire que quand il trempe, parce que c'est vrai que, ouais, par exemple, s'il mettait le, le morceau de plomb dans le creuset et qu'après il faisait juste abracadabra et puis paf, ça devient de l'or, là on pourrait vraiment trouver ça louche. Mais c'est vrai que bon, quand même, il prend soin de tremper son petit machin dans la poudre de reproduction, ce qui pourrait, je veux dire, si vraiment, si on part vraiment dans l'alchimie, on pourrait se dire, bah oui, mais ça a suscité une réaction chimique dans le plomb qui fait qu'une fois chauffé, il est entré en expansion, je sais pas, un truc comme ça, mais ça paraît vraiment très 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 gros. Mais pourquoi pas? Peut-être que oui, peut-être que c'est vraiment de l'alchimie, mais bon, ça paraît très très gros. Mais voilà, toute cette histoire, on ne repose que sur la, entre guillemets, la foi, hein. Donc bon, on n'y croit pas, mais on n'aura pas de preuves, hein, tout simplement. Enfin, si, la preuve, c'est qu'il a transformé le plan Nord et jusqu'à preuve de contraire, et on ne pourra pas aller plus loin, bah c'était vrai. Bon. Alors, alors après, bon,
Alors, autre point intéressant, c'est que donc je reviens sur le personnage de Richard Chanfray, hein. Donc, il connaît, c'est un jeune. Alors oui, quand même un point qui m'a aussi un peu intéressé, c'est que à l'état civil, il a vraiment 30 ans. En 1972, pendant le reportage, il a 32 ans, quelque chose comme ça. Mais moi, je trouve personnellement qu'il n'en fait. J'arrive pas à me. Quand je le vois, j'ai l'impression qu'il en fait plus une quarantaine, une petite quarantaine. Mais qu'il aurait un côté un peu vieux et en même temps vieux jeune. Mais quand même, quand on met pause et qu'on regarde son visage, il a quand même eu un visage pas vieux, mais il a une allure générale vieille. Et c'est un beau garçon, hein. Donc c'est, mais il y a un côté. Alors, on pourrait se dire oui, c'est une espèce de sagesse. Il joue le rôle un peu d'un immortel, donc quelqu'un de sage. Donc on pourrait se dire bah c'est le rôle d'acteur, oui, c'est vrai. Mais pas que. C'est vraiment au niveau de la gueule. Il y a un côté un peu. Voilà. En tout cas, physiquement, en tout cas, on pourrait y croire. C'est au niveau, ça marche. Il pourrait vraiment avoir la gueule d'un immortel. Ça c'est quand même un point important. Ensuite, donc Richard Chanfray, bah, c'est quand même, si c'est un escroc et qu'il joue un rôle, on voit que c'est quand même un passionné. Quand même, il débarque pas là en ayant lu un bouquin et puis ça y est, c'est, il est spécialiste du personnage de Saint-Germain et tout. Non, non, on sent quand même qu'il y a une vraie passion. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Je veux dire, c'est qui ce mec alors, du coup? Alors, il prétend, euh, en tant que comte de Saint-Germain, il prétend être templier. Et il prétend que son ordre lui donne de l'argent. Alors dans une scène où il reçoit une enveloppe, mais là, ça fait un peu con, parce que par exemple, si c'est un immortel, qu'est-ce qu'il va recevoir de l'argent de son ordre et puis montrer ça à la télé, il y a quelque chose de complètement débile. Puis voilà, donc il aurait, et puis les Templiers, donc alors il serait Templier, et ils vont montrer ça comme ça, enfin, c'est complètement con. Donc on est dans un truc comique là, hein, carrément. Et c'est pas tout. Ah oui, bah c'est ça aussi, c'est que s'il est alchimiste, euh, donc il peut transformer l'or, le plomb en or, autant qu'il veut et tout. Donc pourquoi il aurait besoin que son ordre lui donne de l'argent? Enfin, c'est quand même vraiment très très con. Bon, donc il y a quand même plein de petits morceaux comme ça qui ne vont pas. Voilà. Mais le tout est suffisamment bien joué pour qu'on y croit. Pour qu'on ait envie d'y croire aussi, parce que ça fait rêver. Parce que ça fait vraiment rêver, hein. Le personnage est super bien joué. Donc voilà. Alors c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a aussi le fait qu'à un moment, donc bien plus tard, il sort un nouveau disque. Donc son business, c'est vraiment devenu la musique à ce moment-là. En fait, à partir qu'il y a une Dalida, en fait, il devient chanteur, en gros.
Et il sort un certain nombre de chansons qui sont, voilà, comme je le dis, c'est très bien chanté, c'est très ringard, mais pour l'époque, ça avait l'air de plaire, et c'est très bien interprété, voilà. Et, euh, et donc, il sort un nouveau disque, et il passe à la télé, de, et là, en gros, ils lui disent alors, le comte de Saint-Germain et tout, alors qu'est-ce que c'était? C'était des conneries ou quoi? Et là, Richard Chanfray dit oui, oui, c'était des conneries. Il commence comme ça, et après, il commence à réembrouiller le truc. Il dit oui, mais j'ai quand même trouvé, en gros, hein, je schématise, mais j'ai trouvé la planque de Saint-Germain où dedans il y avait quand même tout ce qu'il faut pour la poudre, où j'ai appris la poudre reproduction, où il y avait un stock de poudre de reproduction, je sais pas, avec le mode d'emploi, machin. Donc j'ai quand même trouvé vraiment les archives de Saint-Germain. Donc Saint-Germain serait mort, apparemment, et lui ne le serait pas, mais il aurait quand même trouvé son stock, et il conclut en disant mais de toute façon, même si je suis pas vraiment Saint-Germain, je suis quand même Saint-Germain dans l'âme. Et en fait, une fois qu'il dit ça, bah paf, on repart à zéro. Donc tout est possible à partir de là. Ça se trouve, c'est Saint-Germain, ça se trouve, ça ne l'est pas. C'est quoi? C'est peut-être. Ou alors, est-ce que c'est quoi? Une réincarnation de Saint-Germain? Enfin, tout est possible, hein, vraiment. Et hop, c'est reparti pour un tour, en fait. Et donc, et en fait, après cette interview, je crois qu'il n'y aura pas d'autre moment où il reparlera de tout ça. Et puis bah, le journaliste, lui, bah, il passe à autre chose, hein, il s'en fout un peu, quoi. Bref, donc voilà, tout ça est très compliqué. Après, bah voilà, il reste ces chansons, etc. Alors, bah, ce sont des belles chansons, hein. Ce sont des chansons d'amour, etc. Des beaux textes, des textes poétiques profonds, ce qui montre que vraiment, hein, ce n'est pas un débile. C'est au minimum un vrai poète, etc. Bon, donc tout ça cumulé, c'est vraiment très intriguant. On pourrait vraiment penser que c'est le vrai Saint-Germain, ou alors que... Et là, il y a plein d'hypothèses. Et alors, bon, le vrai conte de Saint-Germain du XVIIIe siècle, je me suis renseigné sur lui. J'avoue, j'ai du mal un peu à me passionner pour ce personnage-là. Euh, j'ai encore rien appris vraiment de. J'ai pas encore trouvé le truc qui m'a stimulé. Ça, c'est oui, enfin, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors après, bon, le problème c'est que comment je vais faire pour vérifier les sources et tout, je veux dire ça part dans tous les sens, donc je saurais pas vraiment qu'est-ce qui est vrai et tout. Mais le peu que j'entends là, euh, c'est très intéressant. On sent que le vrai conte de Saint-Germain du XVIIIe siècle semble être un vrai magicien. Oui, c'est sûr que c'est autre chose que Richard Chanfray, pour le coup. Alors voilà. Parce que c'est sûr, Richard Chanfray, bon, à part sa poudre de reproduction, on n'a rien, hein. Si, alors quand même, si un autre point intéressant, c'est que Richard Chanfray, on le voit sur une période d'environ 10 ans. Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je trouve que à 30 ans, apparemment à 30 ans, selon l'état civil, c'était vrai, il avait vraiment 30 ans. Bon, mais moi je trouve qu'il faisait pas 30 ans.
Je trouve qu'il faisait plus 40, tout en ayant une apparence quand même jeune. Donc c'est un peu problématique, un peu dur à dater. Voilà. Moi, on m'aurait demandé, mais quel âge il a? J'aurais dit, il a plutôt 42, 43. J'aurais plutôt dit ça. Mais bien conservé, voilà. Par un mec bien conservé. Bon. Mais apparemment, il avait vraiment 30 ans. Et puis, bah, 10 ans plus tard, un peu avant qu'il meure, il en a. Il semble pas avoir vraiment vieilli. Bon. Alors après, c'est des gens. Qui avaient eu des vies. Bon, ils n'avaient pas des vies non plus très compliquées, donc ils vieillissaient pas non plus à fond. Donc bon, c'est pas vraiment une preuve. Sur 20 ans, ça aurait été plus intéressant. Là, c'est un peu compliqué de juger. Et puis bon, bah ensuite, après, le fait qu'il meure, apparemment, alors, soit d'un suicide, soit d'un assassinat, bon, bah là, je veux dire, tout est possible. Si c'est vraiment le comte de Saint-Germain, il peut très bien avoir arrangé ça, etc. Enfin, voilà, c'est un dossier. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais vraiment pas dire ce soir que c'est une escroquerie. C'était trop bien joué pour pouvoir balayer ça comme ça. À tout niveau. C'est-à-dire au niveau de l'interprétation, admettons que c'est une escroquerie. Ben, il y a un travail d'interprétation, d'acteur, on va dire. Il y a un travail d'écriture, il y a un travail de mise en scène, etc., qui est parfait. Donc voilà. Alors, apparemment, Dalida disait de lui que c'était un artiste foufou, machin, mais je veux dire, bon, bref. Mais je veux dire, par exemple, imaginons que ce soit vraiment le comte de Saint-Germain. Donc un immortel qui est donc qui se retrouve en 1970. Est-ce qu'il tomberait amoureux de Dalida, en fait? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était une femme apparemment tourmentée, mais entière. Et une vraie artiste. Bon, pourquoi pas? Je veux dire, même au niveau de ça. Alors après, on pourrait se dire, oui, mais le comte de Saint-Germain, il serait immortel. Donc imagine, on est vraiment immortel. Et au bout d'un moment, on se fait chier. Alors qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Bah, on fait quoi? On devient PDG de Coca-Cola? Bah non, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on ferait de sa vie? Bah, parce qu'on pourrait se dire, bah, on construit un truc, je sais pas, on construit un château sur, on a 500 ans devant nous, on construit, chaque jour, on construit deux, trois briques, voilà, et puis à la fin, au bout de 500 ans, on a un immense château, pourquoi pas? Mais, en vrai, ce qu'on ferait, c'est on irait on passerait son temps à voyager, etc., à vivre légèrement, en fait, finalement. Et, un petit peu à être tout le temps au centre de tout, du monde. Donc, c'est normal de se retrouver à Paris, dans la ville artistique. Et alors après, bah, pourquoi pas d'être chanteur? Pourquoi pas?
C'est, est-ce que d'être une star, en plus, ça serait, je veux dire, si vraiment ce serait le comte de Saint-Germain, bah, ce serait le début des stars. Parce qu'avant, ça n'existait pas vraiment. Les stars, si, en Amérique, oui. Mais je veux dire, en France, c'était le début des stars. Donc il serait dit, bah tiens, je vais être star. Et ça se trouve aujourd'hui, s'il est vivant, qu'il existe vraiment, bah il serait quoi? Ça serait quoi le truc à faire aujourd'hui? Ça serait être, je sais pas, youtubeur, un truc comme ça. Influenceur, quoi. Donc bon, euh, voilà. Je veux dire, pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait se dire, oui, mais ça serait complètement con. Mais en fait, non. Qu'est-ce qu'il ferait d'autre? Qu'est-ce qu'il aurait de mieux à faire? Je veux dire, il serait immortel. Bon, tout en étant humain, quoi. C'est-à-dire, c'est pas non plus un ange, c'est pas Jésus, ça ne serait qu'un humain, quoi. Bon, donc oui, pourquoi pas devenir chanteur. Et puis d'un coup, eh ben, il en a marre, il disparaît, il met en scène un suicide. Voilà. Je veux dire, voilà. J'explore toutes les pistes. Voilà. Alors c'est pas, je précise bien, je n'ai aucun avis en vrai, je ne sais pas. C'est, j'en reviens toujours à son expérience qui m'a paru vraiment douteuse, mais avec toujours cette possibilité que. Voilà. Donc j'essaye de creuser en tous les sens pour voir là où ça pourrait vraiment ne pas marcher, quoi. Mais j'ai du mal. Voilà. Et puis, bah, oui, bon, bah, le coup des Templiers, ouais, c'est un peu gros quand même, un peu énorme, hein, même. Voilà. Alors ça rappelle Plantard. Et puis là, on peut se dire, oui, mais Plantard, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que, en fait, on dirait vraiment, on pourrait aussi penser que tout ça, que ce soit Plantard ou que ce soit, comment il s'appelle? Richard Chanfray, on pourrait aussi penser que tout ça, ce sont des, entre guillemets, des psyops, dans un but qu'on comprend pas trop, qui serait, bah, je sais pas, de dévoiler des trucs au public de façon un peu codée. Pourquoi pas? Mais alors quoi? Alors, des trucs par rapport aux Templiers? Parce que les Templiers et le prieuré de Sion, apparemment, on pourrait logiquement les réunir ça, hein, ça serait pas incohérent. Ensuite, bah oui, comte de Saint-Germain qui disait apparemment avoir connu Jésus, ce qui semble être une connerie. Enfin, c'est pour ça, en fait, à chaque fois dans ce sujet-là, on semble être vraiment dans le délire. Parce que par exemple, si le comte de Saint-Germain aurait connu Jésus, il n'aurait pas dit oui, Jésus, je l'ai connu comme ça. Enfin, je sais pas, il aurait. Donc c'est pour ça, on est vraiment dans un sujet qui tout montre que c'est vraiment des conneries, mais en même temps, c'est très dur de ne pas y croire en fait. Bon, voilà, voilà. C'est après on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas qu'une simple blague, et qu'il y a quelque chose de plus important derrière. Donc, soit une psyop, soit
peut-être une demi-vérité, ou voilà, on ne sait pas. Voilà. Bon, de toute façon, je crois que j'ai plus grand-chose à dire. J'ai pas de solution, malheureusement. J'ai j'ai pas le détail. Ou alors, peut-être qu'il faut aller dans une autre piste, encore plus complexe, hein, c'est-à-dire, parce qu'il nous, quand même, il fait un lien avec les extraterrestres, hein, les martiens, etc. Bon, alors peut-être que ce sont juste, je, je vais très très loin, hein, mais peut-être que c'est juste des extraterrestres, un code d'extraterrestres, enfin voilà, je veux dire, avec une technologie extraterrestre, et tout ça, hein. On peut aller très 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 loin. Voilà. Et puis, bah, c'est vrai que dans notre matrice, hein, euh, plus c'est débile et con, plus en vérité, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Hein, je pense par exemple au Covid, c'était vraiment très 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 con. Les histoires de masques, de vaccins, de confinement, c'était à mourir de bêtises. Et pourtant, derrière, bah, il y avait quand même le grand reset. Enfin, il y avait quelque chose. Donc, c'est pas parce qu'un truc semble complètement débile qu'il faut le balayer, quoi. Au contraire, moi, j'aurais plutôt tendance à gratter, quoi. Donc là, c'est un peu le cas. Voilà. Bah, aussi, justement, une piste, c'est que un sujet comme celui-là, 99% de la population va dire mais c'est quoi ce sujet débile, ça m'intéresse pas, je veux même pas, je veux rien savoir de tout ça. Et va dire allez hop, comme ils ont balayé la théorie du complot durant le Covid. Bah, là, la grande majorité des gens ne voudra pas s'intéresser à ce sujet. Donc déjà, ça c'est aussi un peu une piste. Donc voilà. Donc je pense que vraiment, je ne sais rien de tout ça. Je n'ai pas d'idée du tout. J'ai pas d'avis, je sais pas. C'est peut-être complètement faux, c'est peut-être complètement vrai, c'est peut-être à moitié entre les deux, je sais pas. Par contre, ce que je ressens, c'est que dans tous les cas, je sens que c'est quand même une histoire importante, qui a un intérêt. Peut-être qui sera complètement, parce que justement, ça nous emmène quand même à l'alchimie, au final. Alors, est-ce que l'alchimie est vraie? Euh, Parce qu'on pourrait dire transformer l'or, le plomb en or à la rigueur, bon, on s'en fout un peu, hein. Bon, genre, à part si on veut être milliardaire, mais bon, bah, a priori, on s'en fout un peu. Mais après, avoir la vie éternelle, là, ça change tout. Avoir la vie éternelle, c'est la fin de notre vie, et c'est une existence complètement différente. Donc, toute notre vie n'a plus rien à voir si on est immortel. Donc, voilà, derrière, il y a quand même l'alchimie. L'alchimie, jusqu'à présent, apparemment, ça n'existe pas. Mais
on se rend compte que plus ça va, plus les trucs magiques deviennent réalité. Donc bon, c'est pourquoi on peut pas tout balayer, quoi. Et, et puis bon, après ça peut être encore autre chose, ça peut être tout simplement de nous amener à réfléchir à l'alchimie, et puis là, de, d'y voir une métaphore et de voir en alchimie quelque chose par rapport à la vie, parce que transformer en or, l'immortalité, on peut y voir des choses symboliques très fortes. Donc, c'est pour ça, ouais, cette affaire va dans tous les sens. Où, je sais pas, tout est bizarre. Mais en même temps, tout est très bien fait. Euh, Comme, en fait, ça ressemble énormément au Da Vinci Code, où à la fois tout peut paraître ridicule, mais en même temps, tout est passionnant et très très bien fait. Et, et on a vraiment envie d'y croire, tout en étant tout le temps en train d'essayer de déconstruire le truc pour voir si c'est vrai. Et au final, probablement, on n'aura jamais la réponse, mais, mais c'est au minimum, c'est passionnant et compagnie. Bon, voilà. Donc c'est pour ça. Voilà. Je pense que c'est quand même un très gros dossier et j'ai aucune conclusion. Voilà. Et je pense que bon, j'ai dit on n'aura jamais la réponse. En vérité, on finit toujours par l'avoir. C'est-à-dire, il y a bien un moment, je vais tomber sur le truc qui sera peut-être pas une preuve énorme, mais qui moi me fera dire bah ouais, tiens, là il y a, c'est soit ça, soit ça. Donc bon, à ce moment-là, je vous tiendrai informé. Mais voilà, affaire passionnante. Derrière, c'est quand même tout repose sur l'alchimie, quand même. Et puis, voilà, bah, c'est un sujet que je vais creuser, hein. Je vais continuer à essayer de me renseigner sur Saint-Germain et je vais continuer à me renseigner sur l'alchimie, Flamel et tout ça. Voilà. C'est pas un sujet du tout qui me passionne à la base, mais c'est là où j'en suis rendu dans mes recherches. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Et ben, merci pour l'écoute et à bientôt. Je referai un audio si j'ai du nouveau. Voilà. Au revoir.